Thérèse. Alors, je m'appelle Thérèse Franck, Thérèse Franck. comme l'invasion mérovingienne, c'est-à-dire Franque, j'y tiens beaucoup, Oui, comme l'armée de Clovis ou de Saint-Louis. d'accord. Donc, je suis conférencière nationale des monuments historiques pour la France et les pays européens. Et je suis l'ancien conservateur des sanctuaires de Notre-Dame de Lourdes. Donc, j'ai eu 2 missions d'évêque, l'une de Monseigneur Panafieux, archevêque d'Aix et d'Arles, pour les tombeaux paléochrétiens Oui. de Provence, et une autre de Monseigneur Sahuquet pour la Vierge Immaculée. Donc je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui parce que j'ai amené un panneau, puisque j'ai fait une petite conférence à Pouilly sur les 1980 ans de l'évangélisation de Sainte-Marie-Madeleine sur le port de Marseille. D'accord. Donc j'avais les clés de la tour du roi René en tant que conférencière. Et donc je parlais beaucoup du roi René parce que le roi René, en 1448, a demandé au chevalier d'Arlatan de faire des fouilles au Sainte-Marie-de-la-Mer. Oui. Et il a retrouvé la maison et les corps de Marie Jacobée et Marie Salomé. Oui. Marie Jacobée, c'est la grande amie de Marie-Madeleine. Et Marie Jacobée est une myrophore le matin de Pâques. Oui. C'est la mère de Saint Jacques le Majeur et la mère de Saint Jean. Jean l'évangéliste, bien oui. sûr. Et Marie Salomé est la mère de Jude et de Simon. Et Jacques le mineur. Oui, oui. Et Jacques le mineur. Donc, si vous voulez, il y a 2 dates très importantes, puisque en 1279, mais par une mission extraordinaire de Saint-Louis, roi de France, Oui. à Vézelay, à Vézelay, donc le roi Saint-Louis dit haut, fort et clair: le corps de Sainte Marie-Madeleine est en Provence, nous ne savons plus où il faut le chercher. Et alors, Charles II de Provence, duc d'Anjou, qui avait une très grande admiration pour son oncle Saint-Louis, va vraiment chercher. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le 7 décembre 1279, Oui. il retire sa chlamyde Oui. et il se met à fouiller la crypte de Saint-Maximin, qui était recouverte complètement de terre et de sable. Et il bute sur le couvercle de la tombe de l'aveugle-né, Sidoine, oui. Bartimée, l'aveugle-né. Enfin, il ne savait pas. Et il ouvre ce tombeau paléochrétien, et là, je vous amènerai le texte parce que je l'ai pour vous. Le récit. Oui, d'une amie archiviste paléographe. Le chancelier du roi écrit: nous sommes dans un magasin de parfums. Et comme le roi n'a pas le droit de toucher un corps saint, il met son sceau de roi et il va chercher l'archevêque d'Aix-en-Provence. Et là, l'archevêque vient avec une petite délégation et ils vont trouver le corps d'une femme avec la peau du front intacte. Incroyable. Et dans la bouche, dans la langue, un rameau de fenouil vert, de la nette. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il retrouve un morceau de bois marqué Hic reposuit OC Sancte Mariae Magdalene. Et dans un bouchon de liège, il retrouve un texte extraordinaire qui malheureusement a été perdu à la Révolution, mais dont on sait le texte. C'est donc à cause des Sarrasins, de la perfide nation des Sarrasins,
le corps de Sainte Marie-Madeleine a été enlevé de son tombeau précieux pour le cacher dans le tombeau de l'aveugle-né. Oui. Donc, à ce moment-là, quand ils découvrent tout ça, ils vont convoquer tous les évêques du sud de la France, entre Narbonne, Perpignan, Nice. Donc, j'ai tous les textes des archives que je peux vous donner samedi. D'accord. Oui, parce que j'ai une amie donc, qui était archiviste paléographe avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, qui était en guerre avec Monseigneur Saxer. En guerre ouverte. Est-ce que vous pouvez dire qui est Monseigneur Saxer? Parce que les gens savent qui c'est. Je l'ai connu. Alors, Monseigneur Saxer est quelqu'un qui a fait une thèse d'État qu'il a soutenue à Strasbourg, je crois, si mes souvenirs sont bons, sur la légende de Sainte Marie-Madeleine. Et c'est quelqu'un qui a démoli complètement, par exemple, le texte de Saint-Eugène de Masneau, qui en 1846 dit que l'apostolat de Lazare, de Sainte Marie-Madeleine à Marseille, appartiennent à un ensemble de faits qui se rattachent à la Provence tout entière. Des documents, des manuscrits, des reliques ont survécu aux 300 ans d'invasion des Sarrasins, qui n'ont presque rien laissé subsister dans nos contrées. Un culte spécial dont l'origine remonte à l'époque la plus reculée y est fondée, c'est-à-dire l'an 43 de Sainte-Marie. À Tarascon, on honore le tombeau de Sainte-Marthe. À Aix, on fête Saint-Maximin, premier évêque de cette ville, venu dans les Gaules avec Saint-Lazare, ses sœurs Marie-Madeleine, Marthe et Sainte-Marie, dont les reliques sont honorées aux Sainte-Marie de la Mer, Marie-Jacobée et Marie-Salomé. À Saint-Maximin et à la Sainte-Baume, près d'Aix, on voit les populations accourir au tombeau et au lieu de retraite de Sainte-Marie-Madeleine, la Sainte-Baume. À Apt, le corps d'Anne, mère de la Vierge Marie. Et à Marseille, on montre les reliques du chef de Lazare, que l'on honore avec une grande solennité comme le fondateur de cette ville. C'est pour ça que Saint-Eugène, en plein 19e siècle, l'époque de Napoléon III, a toujours refusé une cathédrale à la Canebière. Il a voulu une cathédrale sur le temple d'Artémis. Ah oui, là où Marie-Madeleine avait prêché. Voilà. Comme saint Paul l'a fait à Éphèse, on compare beaucoup Marie-Madeleine à saint Paul. Intéressant. Alors, j'ai vécu, moi, au pied de la cathédrale d'Aix, qui est l'ancien forum, 122 avant Jésus-Christ, la première ville gallo-romaine. Et donc, mon appartement était sur le bord du Decumanus Maximus. Et là, l'amphithéâtre et Notre-Dame de la Cède, Cedes Sapientiae, qui, à mon humble avis, mais toute proportion gardée, c'est le premier sanctuaire marial, mis à part celui de Marseille. Oui. Mais Marseille, Marseille est postérieur, à mon humble avis, Notre-Dame de la Cède, là où les dominicains avaient l'habitude d'être ordonnés, et chaque archevêque d'Aix, la première chose qu'il faisait quand il était nommé, c'est d'aller à Notre-Dame de la Cède. Oui, c'est intéressant. Souvent les coutumes comme ça anciennes rappellent des faits historiques très oui. anciens et fondateurs. Oui. Alors il y a une phrase de Saint Jean-Paul II qui est une confidence. C'est à Marseille que je voudrais aller. C'est là que l'évangélisation de l'Europe a commencé. Ça, c'est une confidence qu'il a faite. Et pour vous, quel est le... Si on devait rendre cette histoire aux Français, parce que les Français ne connaissent plus ça, même les Provençaux hésitent, doutent, etc., quel serait l'argument massu, l'argument vraiment puissant, capable de dire c'est pas une légende, c'est vraiment historique? Alors, d'abord, il faut reprendre Saint-Eugène de Masneau. Oui. Il faut reprendre l'histoire gallo-romaine de la France. Oui.
Il faut reprendre Saint-Maximin, Constantin, Oui. Constantin le Grand, le premier concile d'Arles en 314, après la lettre de Milan, 313, la lettre de Milan qui permet aux chrétiens de pratiquer leur foi Oui. sans être martyrs. Le premier concile, c'est Arles, Oui. 314, et on a la liste de Les tous évêques. les évêques grâce au manuscrit de Corbie qui nous donne vraiment la liste de tous les Donc, il évêques y a déjà des églises présents épiscopales qui sont fondées un peu partout. au IVe siècle. La seule chose qui est importante aussi, à mon humble avis, c'est Marseille, 600 ans avant Jésus-Christ, Qui est fondée. qui est en fait, avec le cabotage méditerranéen, qui est jumelé avec Éphèse. Oui. C'est-à-dire que les relations entre Saint-Jean et ensuite Lyon, donc l'évangélisation Oui. de Lyon, Oui. qui se fait par le Rhône, Oui. bon, c'est quelque chose de très exceptionnel. Donc la tradition johannique qui est arrivée en Gaule très vite et par Sainte Marie-Madeleine et par, j'ai dit, les martyrs de Lyon. Oui. Bon. D'une Donc, manière postérieure quand même, parce que là on est en 177. Ah oui, ben On est bien un siècle sûr, après quand même. on est un siècle après, mais là, les traditions dont je parle, là, Oui. c'est l'an Oui. 43. C'est ça qui est impressionnant. C'est 43. Ouais. Comment êtes-vous certaine de cette date? Parce que certains disent que c'est à partir du martyre de Saint-Étienne que les Saintes Marie de la Mer et Marie-Madeleine et Maximin, etc., sont arrivés aux Saintes Marie de la Mer. Alors, Et moi, Saint-Étienne, c'est en 35. je me rapporte à la mort de Saint-Jacques de Majeur. Ça, c'est la dispersion des apôtres. Oui, C'est cette année-là. oui. Parce que certains disent c'est à la mort de Saint-Étienne qu'il y a eu des persécutions. Quand Saint-Étienne diacre meurt à Jérusalem. Alors, Et qui partent avec des reliques de Saint-Étienne, précisément. ben bien sûr, parce que les dominicains cherchent encore des reliques de Saint-Étienne pour leur couvent à la porte de Damas à Jérusalem. Ils n'en ont d'accord. pas. Ils n'en ont pas. Ah oui, ils sont tous venus en Gaule. Oui. Alors, ce qui importe beaucoup, à mon avis, c'est de bien connaître vraiment l'histoire gallo-romaine, Oui, la Provincia Romana, oui, qui est la Provence. oui. Bon. Bien connaître, bien sûr, nos églises, Oui. parce que nos églises sont truffées de tombeaux paléochrétiens. Bien connaître le musée d'Arles, puisque c'est, j'ai dit, la concentration de tombeaux paléochrétiens la plus importante après Rome. Ah oui. Et comme j'ai fait mes études à Rome, j'ai quand même été très très marquée, si vous voulez. On voit certaines mosaïques dans certaines cathédrales, comme à Narbonne, et puis dernièrement à Saint-Sevé, Oui, dans les Landes, qui Oui. font tout à fait penser à l'époque des catacombes de Rome, mais c'est en Gaule. oui, oui, oui. Mais on dit toujours c'est 3e, 4e siècle. Pour les archéologues, il n'y a jamais rien de chrétien en Gaule du 1er au 2e siècle. C'est-à-dire 3e siècle. les persécutions étaient terribles, terribles, et ces persécutions, si vous voulez, que ce soit celles de Dioclétien, celles de Néron, bon, je crois qu'il faut avoir les yeux ouverts à la fois sur les persécutions, d'autre part sur les invasions. Parce que les premiers couvents que Saint-Césaire d'Arles fait Oui, oui. au 5e siècle, Oui, couvent de femmes et d'hommes, Saint-Césaire, bon, très vite, j'ai une sœur qui est vierge consacrée, et au moment du Concile Vatican II, on a repris la grande tradition des vierges consacrées avant les invasions sarrasines. Hmm. Parce qu'après, on les a cloîtrées avec des murs et tout ça. Et est-ce que vous connaissez la suite de l'évangélisation qui a commencé par la Provence et qui ne s'est pas limitée? Parce que maintenant, on nous dit Saint-Martial, c'est 3e siècle, Saint-Denis, etc. Oui, Toute la Gaule, bien selon sûr. vous, est-elle évangélisée dès le 1er bien siècle? sûr, avec Saint-Denis. Ah oui, Parce que dès Saint-Denis, le on pre- dit que c'est pas le même. Saint-Denis de Paris, Saint-Denis des Grecs, ce ne serait pas le même selon les historiens Alors, actuels. ben, bien sûr. Alors, il y a tellement de controverses avec les historiens. Moi, je reste archiviste, Oui. si vous voulez. Je ne veux rien avoir avec l'université.
Oui. Pour moi, vraiment, si vous voulez, j'ai beaucoup de respect pour mes collègues universitaires, mais ils s'occupent d'un bouton sur un pullover et Ils ils font des oublient, traités ensemble. et ils font 900 pages sur le Ouais. bouton et ils oublient le pullover complètement. Ah oui. Et Donc, celui qui est sous le pullover. donc, si vous voulez, comme j'étais à l'université d'Aix-en-Provence Oui. et très amie du directeur de l'UR d'histoire, qui travaillait avec Georges Duby, bon, eh bien, c'était truffé de contes et légendes, tout ce qui est raconté aux étudiants. Et quand je suis arrivée à Lourdes, en tant que conservateur des sanctuaires, les archives étaient situées au pied de la grotte de Sainte-Marie-Madeleine. Bon, alors, ce qui est incroyable, c'est que je venais de travailler avec les dominicains pour le 7e centenaire de la basilique de Sainte-Marie-Madeleine. J'allais souvent à la grotte. Bon, j'y avais même une chambre pour préparer le 7e centenaire. Au-dessus de la chambre du pape et de la chambre du roi, il y avait la mienne. C'était exceptionnel. Bon, j'allais travailler dans les archives tous les week-ends, dès que j'avais un moment. Mais si vous voulez, quand je suis arrivée à Lourdes, moi j'étais vraiment pétrie de l'histoire gallo-romaine, j'étais pétrie de l'histoire constantinienne, d'Istanbul, de Rome, de l'Orient. J'avais fait mes études à Rome et pour moi, c'était quelque chose d'évident, la grotte de Sainte-Marie-Madeleine. J'ai été, mais persécutée, parce que d'une part, j'accueillais une centaine de chercheurs. Ces chercheurs, ils faisaient tous des thèses, des mémoires avec des universitaires. Et moi, je défendais les archives provençales, et je défendais les archives vraiment de l'Église. Ouais. Ça ne Eh fait ben, pas tout je le peux monde. vous dire que ça a été C'est un combat. ardu. C'est un combat. Un combat L'histoire est un champ de effrayant, bataille. Ouais. mais absolument effrayant. Tout le monde m'est tombé dessus. Mhm. Alors, En disant c'est de l'ordre de la foi, c'est ça en gros qu'ils disent. C'est pas historique. Qu'est-ce qu'ils vous contes et disaient? légendes. Contes et légendes. Faut pas en sortir. Ça rentre Contes pas et dans l'histoire. légendes. Ce qui était terrible, c'est que le curé des Saintes-Maries de la Mer, avec lequel je travaillais beaucoup, bon, Ouais. sur les archives en particulier, me dit, écoutez Thérèse, moi je ne peux pas aller à Paris à l'assemblée des recteurs du sanctuaire, qui est une assemblée générale tous les mois de janvier, je vous missionne là-bas. Et moi, naïvement, j'en parle aux dominicains, ils me disent, mais oui Thérèse, nous ne pouvons pas quitter la Sainte-Baume, allez donc là-bas, allez là-bas. Je me retrouve à l'Assemblée générale des recteurs de sanctuaire et le président dit il y a mademoiselle Franck qui représente le curé des Saintes-Maries. Oui. Est-ce qu'elle veut bien s'avancer pour nous dire ce qu'elle fait? Alors, je n'avais pas fait attention à ma tenue. Je me souviens, j'avais un pullover rose et j'avais une robe qui est brodée au Pakistan. Bon, enfin bref. Et j'arrive et je me présente. Je dis, je suis conférencière des monuments historiques, mais donc j'ai une mission de l'archevêque d'Aix et d'Arles pour tous les tombeaux paléochrétiens. Donc, je travaille également avec les dominicains pour le tombeau de Marie-Madeleine et je suis conférencière des monuments historiques à Marseille pour la ville de Marseille et donc j'ai une très grande attention à la tombe de Lazare et donc à sa vénération dans la cathédrale. Vénération qui n'existait pas. C'était hyper dangereux. C'était pas protégé, c'était... Bon. C'était épouvantable. J'ai fini mon petit laïus et il y avait une pause. Bon. Les personnes se sont jetées sur moi en disant « Mais vous n'avez pas honte de croire aux contes et légendes ?» Je dis « Mais ce n'est pas des contes et légendes du tout, du tout, du tout. »
j'ai été étiquetée, c'était affreux. Jusqu'au jour où je me suis retrouvée conservateur du sanctuaire de Lourdes. Si bien que les dominicains ont blagué en disant Thérèse Franck, elle va d'une grotte à l'autre. Elle va de la grotte de Sainte-Marie-Madeleine à la grotte de l'Immaculée. Merci, c'est intéressant comme témoignage de montrer qu'il y a deux manières d'aborder cette histoire de France. La manière universitaire et la manière, on peut dire, catholique ou religieuse. Archivistique, Archivistique. c'est-à-dire Régine Pernoud. Fondée sur le... Moi, j'ai complètement travaillé avec Régine Vous l'avez Pernoud. connue? Oui, bien sûr, qui s'occupait des archives de Jeanne d'Arc à Oui. l'époque. Et Régine Pernoud était vraiment à couteau tiré avec Georges de Duby, avec tous les universitaires, en disant c'est pas possible d'ignorer Elle y croyait. Aux traditions de Provence, elle y bien croyait. sûr. Bien Alors vous sûr. savez que moi je suis breton. Ah bon? Et dans les D'où? archives de Dinan. Ah bon? Et à Et Rennes. moi, je suis du Cap Fréhel. Ah bah c'est pas loin. Bah, à l'origine, on était même de... comment ça s'appelle de Saint-Potent, je ne sais pas si vous Oui, voyez. ben bien sûr. Près de Saint-Jacques-de-la-Mer. Ben bien sûr. Ma soeur, qui est vierge consacrée, va souvent à Saint-Jacques D'accord. et elle a des gîtes donc au Cap Fréhel. On a découvert une histoire un peu extraordinaire mais qu'on voudrait corroborer. C'est que dans les archives de Rennes à la cathédrale Saint-Pierre, on dit que le premier évêque de Bretagne est envoyé par Saint-Pierre, il s'appelle Saint-Maximin. Il y a un texte qui dit qu'en Ça s'appelle 63, Saint-Maximin? et c'est le même Saint-Maximin que celui de Aix. Ah On dit bon? qu'en 63, Oui. le document dit ça, en 63, Saint-Pierre envoie une mission avec Saint-Luc, Saint-Maximin et son disciple Suffrénus, et ils partent d'Aix, ils remontent toutes les voies romaines, ils arrivent à Rennes, et à Rennes, ils fondent Notre-Dame de la Cité, qui est l'origine, qui est la première cathédrale en l'honneur de la Vierge à Rennes. Et plus tard, il y aura la cathédrale Saint-Pierre. Et donc, il y a ce document-là qui date qui a été retrouvé au XVIIe siècle et qui a été publié à ce moment-là. Important. Parce qu'à Aix, on dit que Saint-Maximin est resté un certain temps, je crois 40 ans évêque d'Aix, mais on ne dit pas qu'il est resté sur son siège sans bouger pendant 40 ans. Ah ben, Il a pu c'est-à-dire faire différentes à missions, l'époque, il bougeait beaucoup. Il donc, il y a bougeait cette tradition de Rennes. énormément. Et alors ça, Est-ce que ça vous paraît crédible comme... tout à fait, tout à ce fait. serait intéressant d'avoir Parce qu'en des fait, documents de Provence qui corroborent parce ça, que si on trouvait ça. les voies romaines, bon, mon père a racheté la lande du Cap Fréhel après sa captivité. Et donc nous sommes installés au Cap Fréhel depuis D'accord. 1950. Que c'est beau là-bas. Eh bien, on se promène sur la voie romaine. Quand on va se promener, on va sur la voie romaine. Il y a le sentier des douaniers, il y a aussi une voie romaine. C'est mon père qui a fait faire la route touristique D'accord. le long des Le falaises. sentier douanier. Parce que, Après, on vous laisse boire un petit peu parce que depuis tout à l'heure, on vous fait parler. Mais... oui, la direction départementale de l'environnement avait prévu une route à travers la lande. D'accord. Et mon père dit, mais c'est privé, c'est chez moi. C'est beaucoup plus intelligent de faire une route le long des falaises. Oui. Donc il est C'est comme allé, ça que ça s'est fait. il est allé voir le préfet en disant, écoutez, voilà mon cadastre, vous êtes chez moi. Bon. Donc ce que je vous propose, c'est de faire une réserve ornithologique, biologique et botanique. Et je vous prête les greniers de la ferme pour vos chercheurs et on fait une route touristique et un barrage d'1 hectare. Voilà. Donc c'est mon frère qui était paysan à la suite de mon père. On fait une petite pause pour vous laisser boire. C'est un texte des archives, ça. Oui, 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 oui. Oui, donc en tant qu'archiviste, vous avez l'autorité d'archiviste. Les archives parlent en fait. Oui. Et par contre, vous ne savez pas si on a des documents de l'époque de Charlemagne et de Mira. Alors, c'est très contesté, 778, c'est pas contesté véritablement. C'est-à-dire que Roncevaux, c'est 778, Roncevaux. Oui. Et il y a une bataille terrible dans la plaine de Tarbes Ah oui, oui, j'ai entendu parler aussi. où Charlemagne veut repousser les Sarrasins. La seule chose, c'est que Mirat est dans ce château imprenable qu'on ne peut pas saper. Mais oui, oui, quand on voit l'endroit, On comprend. ne peut le prendre que par des échelles. Et encore, ou une espèce de... On ne peut pas le saper.
Si, Remarque. seulement par la famine, mais bon, le miracle Oui. arrive, quoi. Oui. Et donc, il y a ces bigourdans, la conversion de Miracle avec l'évêque du Puy-en-Velay. Il y a toujours. Comment on le nommait c'est Turpin, non? Est-ce qu'on connaît son Je nom? crois que c'est Gottescalk. Il y a plusieurs noms qui sont donnés. Alors, Turpin, j'ai je- entendu. Est-ce que vous oui, dites, je l'ai lu aussi. Gottescalk. Alors, il faut que je regarde parce Peu que importe, oui. je suis quelqu'un de fatigué. Bon. Mais en tout cas, il y a un vitrail qui représente la conversion de Miracle qui joue aux échecs avec l'évêque du Puy-en-Velay. Où est-ce qu'il se trouve ce vitrail? Au Puy, je Ah, crois. au Puy-en-Velay, dans la cathédrale. Ça au puits. Oui, Dans la je cathédrale. crois. Oui, je Vous crois. connaissez les trois vitraux de la chapelle du château à Lourdes? Je vois le dernier, la reddition de Mira, avec les brins d'herbe aussi. Ah, ça, c'est très important. Très important. Très, ces- très ces important. brins d'herbe, hein, oui. Et il y a eu un sketch qui a été fait avec Monseigneur Perrier et l'évêque du Puy, Monseigneur Brincard, que je connaissais bien, qui est l'archiviste paléographe. Oui. Monseigneur Perrier, non, c'est Monseigneur Brincard, lui dit. Oui, je crois que ça fait des lustres que les Bigourdans n'ont pas payé la redevance. Et alors, ils avaient, je crois, 3 sous dans leur poche, ils avaient tout préparé en disant devant l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes, je vous prends à témoin, je vous paye tout ce que je vous dois depuis des années. Donc Parce c'était. qu'il y avait un tribut. Oui, Je sais plus combien. Chaque année, Oui, chaque Oui. année avec Oui, les 5 gerbes d'herbe. Quoi. oui. Alors, oui, il y a les textes. Les textes sont très, très importants. Parce que ça, quand on voit que les armes de Lourdes représentent ce miracle de l'aigle, mais en même temps, moi quand j'en parle tout simplement au château, tous les représentants au château me disent que c'est de la légende, on n'y croit plus, tout ça, c'est une belle histoire, mais c'est pas vrai. Alors que finalement, il y a beaucoup d'éléments qui. Convergent, comme on dit. Exactement. Non, c'est terrible, vous savez. Et même l'histoire ancienne, donc je n'ai pas fini de surveiller les choses, mais il y a des, J'ai il y a été. des décrets au XIe ou XIIe siècle qui confirmaient un petit peu Oui. l'Antiquité. Quoi. Voilà, voilà. Alors, j'ai été chargée pendant des années de former les conférencières, les guides interprètes de Provence, de Languedoc-Roussillon, du Béarn. Mais ça veut rien, ça veut rien. Je dis même dans ma famille. Bon, on est une famille catho, il y a beaucoup de vocations religieuses. Je vois certains de mes neveux ne connaissent rien de la tante Thérèse, ne connaissent rien de ce que j'ai fait pendant des années, et ils ont une culture religieuse très limitée. Bien sûr. Mhm. Et quel est l'enjeu, selon vous, de cette histoire du 1er siècle? Pourquoi est-ce qu'elle est si combattue? Pourquoi les historiens ne veulent pas accepter l'idée C'est une évidente histoire de que- franc-maçonnerie à l'université. Oula. Uniquement. C'est-à-dire Ils C'est-à-dire ne veulent pas de que, cette histoire? non, c'est-à-dire que pour gagner des échelons, vous devez être franc-maçon. Oui. Bon, et anti-catho, tout simplement. Donc cette histoire ne peut pas être acceptée Non. par eux. Et ça, j'en ai la preuve. J'en ai la preuve puisque j'ai vécu. Vous êtes trop bien, Véronique. Ça, on resterait ici des heures entières. Ah oui, oui, oui. Sous la protection de la Vierge. J'ai envie d'embrasser les petites mains du petit Jésus. Mais elles sont un peu hautes quand même. Ben, Peut-être. j'ai perdu mon travail à Vous avez Marseille. Ah oui. Parce que j'ai été dénoncée comme quelqu'un qui connaissait trop l'Église. Fondamentaliste, quoi. C'est-à-dire que j'ai été dénoncée par des personnes qui trouvaient que à la cathédrale de Marseille, j'en savais trop au niveau catho. Incroyable, hein? Et que j'en savais trop aussi à Notre-Dame de la Garde, où je lisais seulement l'ex-voto du général de Montsabert, où c'est écrit
à côté de l'ex-auto de Frédéric Mistral, c'est la Vierge qui a tout fait pour la libération de Marseille le 25 août 1944. Ah oui. Eh bien, j'ai été convoquée et on m'a expédiée au jardin botanique pour que je n'ai plus à parler de la cathédrale ni de Notre-Dame de la Garde. Est-ce que vous pouvez me faire un petit explicatif de Monseigneur Duchesne? Vous connaissez Monseigneur Duchesne? Monsieur, Est-ce que vous pouvez dire si selon vous c'est une source fiable ou pas fiable et pourquoi? non, pas du tout. Alors, j'ai bien connu effectivement celle qui a fait sa thèse sur Monseigneur Duchesne. Monseigneur Duchesne a été un destructeur notoire, comme Monseigneur Saxer. Oui. C'est vraiment, je veux dire, une honte, une honte. Donc, Et pourtant aujourd'hui il est cité partout. Ah Monseigneur ben, Duchesne a dit que, etc. C'est comme un... c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous soutenez une thèse et où vous devez rentrer dans les clous, si jamais vous êtes contre Monseigneur Duchesne, vous perdez votre place, quoi. Moi, j'ai perdu la mienne. Et j'ai perdu la mienne, y compris au port autonome de Marseille, où j'accueillais des croisières. Parce qu'un jour, j'ai commenté un retable dans la cathédrale d'Aix qui n'a pas plu à des juifs qui se sont plaints. Alors, heureusement, j'ai fait intervenir un ami qui faisait partie de la route de la soie de l'UNESCO et qui me connaissait bien comme conférencière. Et il a écrit au port autonome en disant vous avez la chance d'avoir Thérèse Franck comme conférencière, gardez-la, etc. Et donc il a écrit toute une tartine sur moi. Je n'en ai pas gardé la copie, mais j'ai retrouvé mon emploi au port autonome. La seule chose, c'est qu'à la ville de Marseille, j'ai été transférée au jardin botanique. Ah oui, incroyable. Enseigner les plantes. Oui. Et Sainte-Marthe à Tarascon, vous avez étudié aussi? Cette histoire extraordinaire. Il y a sa main à Rougeant, ou Roulange, Rougeant, Oui, je crois, oui. Rougeant, oui, qui est toujours... Oui, bien sûr. Vous reprenez de l'eau, quelque chose? Non, merci. Ah oui, de l'eau, je veux bien. Et je vais me sauver. Non, on va vous garder. C'est-à-dire que à Sainte-Marthe de Tarascon, il y avait sous un hôtel une plaque cassée en 1000 morceaux, disant que Saint-Louis avait été guéri d'un tour de rein dans la bataille contre les Visigoths, guéri par Sainte-Marthe. Clovis plutôt, non? Clovis, pardonnez-moi. Cette plaque était en 1000 miettes. J'ai dit au recteur, écoutez, il faut absolument la remettre en bonne place, refaire une belle plaque avec des lettres d'or. Et bien, ça a été refait. Mais j'ai fait la même chose à Cathédrale de Marseille, où j'ai dit à l'archevêque, attention, le crâne de Lazare n'est pas protégé du tout, du tout, du tout. N'importe quel Pékin peut faire n'importe quoi. Merci beaucoup. Oui. Oui, à Tarascon. Oui, on l'a vu celle-là. J'ai réhabilité Ah oui, d'accord, parce que le recteur, quand on l'a vu, il ne croyait pas à cette histoire de Clovis. Oh. Et quand il a vu la plaque, il a laissé entendre que peut-être un jour il faudrait la déboulonner parce que ça fait partie du mythe Oh là là, inventé par une des- honte, qu'il a refait. une honte. Elle était cassée en 1000 miettes et c'est Ah oui. moi qui ai demandé au recteur d'en faire une nouvelle. Bravo, alors bravo. Ouais. Parce que le miracle est extraordinaire. Ah ben Ça oui, veut dire que Clovis au 5e siècle, il croit à cette histoire. bien Sainte-Marthe. sûr, On bien ne peut pas dire sûr. que c'est une invention du 7e, 8e siècle. Non, Le non, 5e non, siècle, non, non. c'est- Il a été guéri d'un tour de rein par Sainte-Marthe. Oui, ce qui a fait que Sainte-Marthe devienne la première sainte de France après. Ah oui? Dans l'ordre liturgique, elle précédait même Marie-Madeleine. Ah bon? Oui, oui. Ça, je savais Je pas. pense que c'est lié à ce fait. Ce miracle. D'accord. En fait, on travaille pour... Joseph Corme l'avait mentionné. D'accord. C'est-à-dire qu'au niveau des canonisations, je me suis beaucoup penchée sur le procès de canonisation de Sainte Élisabeth de Hongrie, qui est le premier, et le deuxième, c'est Saint Louis d'Anjou.
D'accord. au niveau canonique. Avant, il n'y a pas de procès de béatification, canonisation avec tous les questionnaires, les enquêtes et tout ça. Mais je trouve que l'épisode que vous avez raconté tout à l'heure de Charles d'Anjou qui enlève sa chlamyde royale et puis qui prend sa pioche et qui tombe sur le tombeau de Il Sidoine, fait, il etc. fait comme Il Saint-Louis. faudrait en faire un film de ça, c'est extraordinaire comme Ah, image. c'est C'est le extraordinaire. neveu de Saint-Louis quand même, c'est pas n'importe qui. Ah, mais c'est extraordinaire, Il avait l'épisode. cette intuition que oui, c'était là. Et il a persévéré. L'épisode de Vézelay, c'est la rencontre de Saint-Louis et de Charles II Ouais, à Vézelay. Ça c'est quoi cette rencontre des gens? C'est-à-dire, c'est quand Saint-Louis va faire la reconnaissance des reliques de Vézelay, Marie-Madeleine, oui. les petites reliques de Sainte-Marie-Madeleine à Vézelay. Et c'est à ce moment-là, parce que cette reconnaissance se fait à huis clos avec l'évêque, et c'est à ce moment-là que Saint-Louis va prendre la parole à la suite de la reconnaissance des reliques de Vézelay, D'accord. en disant le corps de Sainte-Marie-Madeleine est en Provence, les reliques de Vézelay viennent de Provence. Tout Il est faut- authentique alors que les gens disent soit c'est Vézelay, soit c'est la Provence. Il faut chercher le corps. Et c'est après qu'on a trouvé en fait. Et Charles II, en neveu. décembre 1279, Après la mort de Saint-Louis. oui. découvre les reliques de Après la Sainte-Marie-Madeleine. dysenterie, c'est pas la peste, hein, c'est une dysenterie. Ouais, oui. Donc en fait, on avait pris le soin, on avait conservé la majeure partie du corps de Marie-Madeleine dans le sarcophage de Sidoine, mais on avait pris une partie à Vézelay, on sait plus trop pourquoi. Mais pour les préserver, Si, quoi. on sait peut-être. Non, À Vézelay, non. Il y a eu Autun, Saint-Lazare, et il y a eu Vézelay. d'accord. Terminé quand même. Donc, je vous prépare des textes de mon ami archiviste paléographe qui étaient à couteau tiré contre Monseigneur Saxer et Monseigneur Duchesne. Parfait. Et un jour, ces textes-là, il faudrait pouvoir les mettre en scène comme ce soir. Mettre en scène ça et puis redonner à nos Français cette histoire réelle de France qui est merveilleuse. Ce sera En fait, il y a toujours des litiges. Oui. Ça, et là, il y a des textes qui sont. Non, c'est partiels. l'université. L'université est toute puissante. Ah oui. L'université Non, est c'est le toute Seigneur puissante. qui est tout puissant. Oui. C'est comme ça qu'on les Le aura. Seigneur est tout puissant, pas l'université. On Heureusement que vous le dites. on avait le projet de faire une université du Sacré-Cœur un jour. Une université fondée sur la foi catholique et non pas sur les principes rationalistes, etc. Si Dieu veut. En recueillant vos témoignages de ci, de là et puis en mettant cette. C'est mon arrière-grand-père, Victor Xavier Franck, qui a passé toute sa vie et toute sa fortune à construire des églises pour le Sacré-Cœur. Ah oui. Il a été conseiller Magne, qui a fait la mosaïque de l'abside de Montmartre. Ah d'accord. Et il a été le Il y a premier. Marie-Madeleine d'ailleurs et Saint-Denis. Oui. Ouais, oui, oui. Et il a été aussi le fondateur de la garde d'honneur du Saint-Sacrement D'accord. avec le prince de Mérode, mon arrière-grand-père pour la France et le prince de Mérode pour la Belgique. Ah oui, d'accord. Je connais Madame de Mérode près de Saintes. Vous ne connaissez pas, non? Par hasard. Qui vient justement de Belgique, qui est près de Saintes et qui travaille beaucoup pour Sainte-Eutrope de Saintes, qui est un saint du 1er siècle aussi. Ben, bien sûr. Comme quoi- Malraux Oui, aimait énormément la crypte de Sainte-Eutrope. oui, qui est la plus grande d'Europe, je crois, qui est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Et alors, comme j'ai été la collaboratrice de la première femme conservateur en chef des musées nationaux, chef du laboratoire des musées de France à l'époque de Malraux, Oui. et directeur de recherche au CNRS quand je travaillais au Louvre, la première chose qu'elle m'a dit, Thérèse, je ne peux pas passer de vacances toute seule, donc je vous emmène en Charente et nous allons voir la crypte de Sainte-Eutrope. Ah oui. Ça aussi, c'est une histoire extraordinaire. Quand on a retrouvé le sarcophage avec marqué Eutropus, Oui, qui était enseveli sous les décombres, etc. Et il est toujours là, on peut encore le vénérer aujourd'hui. oui, C'est c'est des histoires qui sont extraordinaire.
extraordinaire. Donc j'ai Saint-Estelle. un souvenir formidable de Madeleine Lourd qui a déménagé tout le Louvre. Elle avait 35 ans au moment de la déclaration de guerre en août 39. Elle a déménagé tous les trésors du Louvre au château de Chambord où elle dormait dans un sac de couchage au milieu des chefs-d'œuvre qu'elle avait sauvés. Super. Merveilleux. J'ai eu la chance de travailler avec elle. Merci beaucoup. Puis on attend ces documents avec impatience alors pour pouvoir les Oh, c'est très modeste. communiquer. Ouais, mais c'est des trésors en fait, ces documents-là. C'est des trésors qui attestent la vérité de ces histoires. Donc il faut que je me sauve là. Il faut sauver.